Bonjour à tous, je m'appelle Bart et aujourd'hui je vais vous parler d'une des plus grandes escroqueries de tous les temps, si ce n'est la plus grande. Et tout ça fut le fruit de cet homme, Bernard Madoff, qui en quelques années devient l'un des hommes les plus puissants, puis plus tard l'un des plus grands criminels des États-Unis. Notre histoire commence dans les années 60. Madoff, qui est alors maître nageur, vient de lancer sa compagnie de penny stock trading grâce à un prêt de 50 000 $ de la part de son beau-père. Plutôt généreux. Pour ceux qui connaissent pas, dont moi à la base, le penny stock trading en gros c'est l'idée d'acheter des actions de bons publics d'entreprises qui valent quelques centimes et de les revendre juste après, histoire de faire des micro-bénéfices mais sur une très grande échelle. Du coup, ça permet un peu de s'enrichir. C'est illégal maintenant, mais à l'époque, c'était complètement légal. Enfin bref, nous ce qui nous intéresse, c'est son entreprise. Bernie a 22 ans et il vient de le fonder la Bernard L. Madoff Investment Securities, ou la MIS, son entreprise qui restera jusqu'à la fin. Au début, tout va plutôt pour le mieux. Le beau-père de Bernie a réussi à lui faire accéder au grand cercle privé de la finance, et Madoff, en bon banquier et trader, a réussi à faire fructifier son affaire. En plus de ça, en homme généreux qu'il est, il a même fait embaucher son frère, ses fils Andrew et Mark, et enfin ses nièces. Bon, on peut dire que pour le moment, c'est quand même un début assez basique pour une entreprise basée dans la finance. Mais ça reste une entreprise qui va bientôt occuper une place non négligeable dans Wall Street. Nous sommes maintenant 30 ans plus tard. Et Madoff, alors président du Nasdaq, pour ceux qui connaissent pas le Nasdaq, c'est un peu comme le CAC 40 en France qui recense les 40 plus grosses entreprises françaises, mais du coup pour la côte américaine. Enfin bref, ce qu'il faut retenir c'est que Madoff a maintenant une grosse place dans la finance, c'est devenu quelqu'un quoi. Et oui, dans les années 80, Madoff a réussi à mettre en place avec son frère Peter, et ça pour le moment légalement, un système d'intelligence artificielle qui envoie des analyses de marché beaucoup plus poussées. Du coup à l'époque c'est à peu près révolutionnaire et il réussit à faire en sorte que les banques se l'arrachent. En quelques mois seulement, son entreprise, du coup la MIS, devient valorisée à plus de 100 millions de dollars de l'époque, ce qui est quand même énorme. Pas mal pour un mec qui a commencé maître nageur quand même. Entre-temps, Madoff quand même réussit à créer un fonds d'investissement. Enfin, il en crée plutôt deux. L'un légal et public, où il gère l'argent du client et l'investit histoire d'avoir des retours, ce qui est un boulot plutôt commun à Wall Street. Et le deuxième, très illégal, vous l'aurez deviné, va lui permettre de régénérer beaucoup plus d'argent, et ce, beaucoup plus vite. Car oui, ce fonds-là, Madoff arrive à faire marcher d'une manière tout à fait différente. Il réussit à convaincre un par un les membres de son country club, le Palm Beach Country Club, d'investir et de lui prêter de l'argent. Et c'est là que commence ce qu'on appelle communément un système de Ponzi. Une pyramide de Ponzi, c'est à la fois un système simple à mettre en place, il faut juste avoir des clients, et si on est précautionneux, c'est assez difficile à détecter. Pour vous la faire courte, imaginons que je propose mes services en tant qu'investisseur hors du commun. Mes retours sur investissement sont vraiment géniaux et les gens me font confiance. Je me trouve donc en haut de la pyramide. En proposant de tels services, j'attire vite un client. Ce client va me confier de l'argent, et cet argent, c'est ce qui va me permettre de démarrer mon activité. Cette activité, ça consistera en utiliser l'argent pour arriver à prendre de nouveaux clients. Bon, jusqu'à là, à part la promesse d'un retour incroyable, il n'y a pas énormément de choses illégales, l'argent n'est pas forcément complètement investi. Et maintenant, c'est là tout l'enjeu de la fraude, j'utilise l'argent de mon second client, que je donne à mon premier client en le faisant passer pour un retour sur investissement. La pyramide s'agrandit donc, et les retours restent plus ou moins consistants, même si l'organisation n'est qu'une coquille vide qui dépend que de l'arrivée de nouveaux clients. Et c'est donc comme ça que pendant près de 20 ans, Madoff a réussi à s'enrichir lui et sa famille, et à voler plus de 65 milliards de dollars de la part de plus de 37 000 victimes. C'est colossal. D'ailleurs, parlons-en des victimes. Parmi les plus touchés, on retrouve la Fairfield Sentry, la maison mère et une banque d'investissement, la banque espagnole Santander, ou encore le fonds de couverture Kinguet. À L3, on dit qu'environ 14 milliards de dollars auraient été exposés. Sinon, en individus notables, on retrouve des personnes telles que Leonard Cohen, Kevin Bacon, Steven Spielberg ou encore Larry King. Mais alors, je sais ce que vous vous demandez. Pourquoi est-ce que cette ruse a pu avoir une aussi grosse ampleur et a pu durer aussi longtemps ? Typiquement, une pyramide de Ponzi, c'est pas fait pour durer. La personne à la tête de la pyramide se fait soit emprisonner, soit réussit à s'enfuir avec l'argent. Aujourd'hui, si je vous dis donnez-moi votre argent et je vous promets des retours toujours positifs à environ 1 ou 2%. Est-ce que vous me faites confiance ? Moi je pense que... La question elle est vite répondue. Eh bien, la raison pour laquelle les gens tombent dans le piège, elle peut paraître un peu paradoxale, mais c'est parce que c'était Madoff. Rappelez-vous, on avait affaire à un trader qui était présent depuis les années 60, qui avait littéralement aidé à fonder Wall Street et qui avait été président du Nasdaq à 3 reprises. De 1, les gens lui prêtaient une grande confiance, et de 2, quand Madoff dédaignait de prendre votre argent, vous faisiez partie maintenant d'un cercle privé d'ultra privilégiés dont il ne fallait absolument pas sortir. Et c'est donc comme ça qu'il va réussir à berner tout le monde et que les gens vont se faire escroquer. Mais pour le moment, tout va bien pour Madoff. Il roule sur l'or, il est très respecté, et sa banque d'investissement est l'une des plus puissantes de Wall Street. Vous imaginez bien par contre qu'une escroquerie de cette ampleur ne peut pas rester cachée indéfiniment.
C'est en 1999 que les ennuis semblent commencer pour Madoff. Harry Markopoulos, un trader inconnu, travaille pour une petite entreprise qui s'appelle Rempart, dont il est le CEO. Son entreprise lui donne pour mission de bien étudier la stratégie marketing de Madoff afin de potentiellement lui voler ses actionnaires. Cependant, en commençant ses recherches, il se rend compte qu'il y a plusieurs choses qui vont pas, même pas du tout. Déjà, la MIS, contrairement aux autres banques d'investissement, est très avide de cash. Bon, après c'est peut-être une stratégie comme une autre, on sait pas. Deuxième chose, le fonds Madoff semble toujours rapporter des investissements positifs, à environ 1 ou 2% par mois, ce qui est énorme. Et si on compare en plus sur les 15 dernières années, seulement 4 mois ont été reportés avec des pertes. Enfin, dernière chose, c'est que les flux de retour de son entreprise sont très peu commun, on va dire. Et oui, en regardant d'un peu plus près, Markopoulos se rend compte que les revenus grimpent et baissent d'une façon absolument parfaite, à des angles parfaits, ce qui est, dans le monde de la finance, selon ses mots, absolument impossible. Bah oui, les marchés sont beaucoup trop volatiles et il y a beaucoup trop de paramètres en jeu pour que les courbes puissent être aussi parfaites. Pour Harry, cela ne fait plus aucun doute, l'entreprise de Madoff est une vaste escroquerie. À son démantèlement, il dira plus tard qu'il s'en est rendu compte justement dans les 5 premières minutes. La première chose qu'il fait, c'est qu'il en avertit la SEC, la Securities and Exchange Commission, qui commence directement une enquête. Malheureusement, les efforts de Markopoulos ne résulteront en rien, car la SEC conclut qu'il n'y a absolument rien d'anormal sur les fonds de Madoff, et l'enquête est donc classée sans suite. Il réessayera à plusieurs reprises de faire pousser son enquête, mais rien n'y fera. La SEC arrivera à la même conclusion, et Madoff ne sera pas inquiété. Mais alors, si une enquête du bureau du gouvernement chargé de superviser les marchés financiers n'arrive pas à ébranler Madoff, comment et pourquoi est-ce qu'il va finir par tomber? Finalement, la personne qui va permettre le démantèlement de l'empire Madoff, eh bien c'est Madoff lui-même. En 2008, tout va pour le mal. En pleine crise des subprimes, les investisseurs ne se font plus aucune confiance. Pire encore, les investisseurs de Madoff veulent à tout prix récupérer leur argent, de peur de le perdre dans la crise. Après avoir échappé pendant quelques mois aux demandes de ses actionnaires, il comprend que c'est la fin quand en décembre 2008 on lui demande un remboursement de 7 milliards de dollars et que dans son compte, il n'a, tenez-vous bien, que 234 millions. Il comprend donc que c'est la fin et le 10 décembre 2008, il annonce à ses fils Mark et Andrew que l'entreprise était, selon ses mots, un gros mensonge. Ses fils le dénoncent immédiatement au FBI et Madoff est arrêté. Quelques mois plus tard, en juin 2009, il sera condamné à 150 ans de prison, soit la peine maximale, et sera obligé de reverser une amende de près de 170 milliards de dollars. Oh, c'est colossal. Il purge depuis sa peine dans un pénitencier fédéral de Caroline du Nord. C'est donc la fin pour Madoff. Il y a quand même une question importante qu'il faut se poser, et c'est justement pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Dans les années 90, Madoff vivait une vie plus que confortable, il le disait lui-même. En tant qu'ancien patron de Nasdaq, il était très puissant et il avait un patrimoine important. Il a toujours dit d'ailleurs qu'il aurait très bien pu continuer dans cette direction, qu'il serait sûrement devenu aussi important. Mais alors, qu'est-ce qui explique qu'il soit devenu l'un des plus grands fraudeurs du XXe siècle? Eh bien tout simplement, comme il l'explique, parce qu'il en avait envie. N'importe quoi. Eugene Soltz, un professeur de Harvard, qui a pu interviewer Madoff en prison, explique qu'il y a plusieurs raisons à cela. La raison majoritaire, c'est l'ambition. Madoff s'est cru plus malin que les autres, il minimisait les risques, il était surconfiant, et il rationalisait beaucoup ses décisions. Le but de cette étude était d'apporter un degré d'humilité aux élèves de Soltz, en montrant que ce n'est pas forcément parce qu'on est puissant et intelligent qu'on va continuer dans la bonne direction. Avant d'en finir avec cette vidéo, j'aimerais également faire un dernier point. Ce n'est pas parce qu'une escroquerie à 65 milliards de dollars a été démantelée que ce type de fraude n'existe plus. ça fait bizarre à dire. Rien qu'en 2020, on a dénombré environ 46 fraudes de ce type, basées sur une pyramide de Ponzi. Et on estime qu'environ 1 milliard de dollars a pu être volé. Et malheureusement, ce chiffre continue de monter dû à la multiplication des arnaques qu'il y a pu avoir pendant le confinement. En conclusion, faites bien attention où vous placez votre argent, et comme ils disent dans le monde de la finance, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. Sur ce, j'espère que ma première vidéo vous aura plu, j'ai vraiment mis du temps à la faire et j'espère que ces quelques minutes vous auront assez informé sur le cas Madoff. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre mon travail, ça me ferait vraiment très plaisir, et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Bart, ciao.